Alors ça c'est la formation sur laquelle je suis en train de travailler. Alors je commence toujours par faire une mind map. Pour moi c'est le moment le plus difficile, je te le dis. Alors c'est parti, on va filmer la formation. Je suis découragé là. Je viens de perdre 45 minutes de vidéo. Je suis dégoûté. C'est des gens qui ont du talent, c'est des gens qui ont des choses à dire, c'est des gens qui ont des idées, putain. Alors qu'est-ce qu'on leur dit? Non, tu dois apprendre la technique, sinon tu seras incapable de faire quoi que ce soit. Il devrait y avoir aucune barrière entre tes idées et ton public. J'ai l'impression que je sais pas faire des bonnes vidéos sur YouTube. J'en ai marre du manque d'authenticité de certains confrères, de certains marketeurs qui vont essayer de montrer une vie très lisse. Et je pense que ces vies-là n'existent pas. J'ai jamais fait un truc comme ça, hein. J'ai jamais fait des vlogs aussi personnels, aussi longs. Je te montre des choses que j'ai jamais montrées avant. Je voulais te parler d'un livre maintenant, et ce livre, je comprends pas pourquoi je l'ai pas eu dans les mains plus tôt. J'adore recevoir des colis Amazon avec cette magnifique illustration dessus qui fait pas du tout flipper et qui nous rappelle qu'on a commandé quelque chose de cher. Et je voulais terminer par cette petite surprise dans le vlog de la semaine. Bonjour, on est lundi matin, il fait beau, je promène mon chien. Et j'ai décidé de faire un vlog de ma semaine. Et je te préviens dès maintenant, ça va être long et je vais beaucoup parler. Ce matin, j'ai écrit mon mail déjà. Et puis cet après-midi, je pense que je vais commencer à bosser sur ma prochaine formation. J'ai déjà trouvé l'idée, maintenant il faut que je fasse le plan. Et je pense que je la lancerai en milieu ou fin de semaine. Alors ça, c'est la formation sur laquelle je suis en train de travailler. Ça va être une formation qui va être axé autour de Facebook. Alors je commence toujours par faire une mind map. Sur la mind map, je note des idées de titres pour la formation. Je commence par bosser sur le titre, sur le concept du produit. Et ensuite, je note tout ce qui me vient en tête sur le plan du produit, comment je pourrais construire le produit, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et je construis ce plan sous forme de mind map, ce qui me permet ensuite de déplacer des pans de la mind map, de les ajouter, enfin voilà, de construire quelque chose de cohérent. On peut dire ce qu'on veut sur Paris, c'est quand même une belle ville. Et c'est que tout ça, ça a failli être détruit dans les années 20. Il y a l'architecte Le Corbusier qui avait proposé son plan pour le nouveau Paris. Il consistait à raser tout le quartier du Marais avec tous les hôtels particuliers pour en faire des barres d'immeubles et des parkings. Heureusement, ça n'a pas été retenu. Deuxième jour, on est mardi, aujourd'hui je suis tout seul chez moi, j'en profite, je me focalise sur la formation, je vais essayer d'y consacrer ma journée, l'idéal serait d'avoir terminé l'enregistrement ce soir. L'idée c'est un système pour transformer son profil Facebook en business en 21 jours. Je suis trop content de faire cette formation parce que c'est les systèmes simples comme je les aime et qui peuvent cartonner. Je sais que pas mal de gens ont des difficultés dans cette partie exacte que je suis en train de faire, c'est-à-dire créer le plan de leur formation. Et je voudrais les rassurer un petit peu. C'est difficile pour tout le monde, même pour moi qui ai créé plus de 120 ou 130 formations. J'ai toujours du mal quand je pars de zéro, d'une feuille blanche, et que je me dis « Ok, il faut que je construise mon plan ». Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, moi, ça me prend plusieurs jours. C'est-à-dire qu'il y a un jour où j'ai l'idée, mais ce jour-là, j'arrive pas vraiment à construire le plan, les idées viennent pas vraiment. Et puis, il y a un matin où j'ai un peu plus d'énergie, ou parfois c'est le soir aussi, où je m'y mets et là, ça commence à se dérouler. Et ce qui est très intéressant avec le fait d'utiliser une mind map et pas de faire son plan sur papier ou sur un document Word par exemple, c'est que la mind map, on n'est pas obligé de faire son plan dans l'ordre. Là, tu vois, j'ai commencé en plein milieu de ma mind map parce que j'avais des idées. En fait, commence là où les idées te viennent le plus facilement. Petit à petit, la mind map s'étoffe. Au bout d'un moment, je me dis, ok, ma mind map est assez grosse. J'ai le plan d'une formation qui va durer au moins 1h30. Et moi, c'est mon objectif parce que je fais des petits produits. Je fais pas des produits de 15 heures. Je fais des produits d'1h30, 2 heures. C'est des cours. Ce que je fais aussi pendant la phase où je crée le plan, c'est que j'ajoute des ressources. Moi, j'aime bien ajouter beaucoup d'exemples dans mes formations. Je prends une capture d'écran. Je les ajoute dans la mind map. Je les ajouterai aussi en complément de la formation pour que les gens puissent avoir des sources concrètes et réelles d'inspiration et pas seulement de la méthode théorique. Donc voilà comment je construis mes plans de formation, mais je veux être rassuré, c'est pas toujours facile. Moi, il y a des fois, pour moi, c'est le moment le plus difficile, je te le dis. Il faut persévérer parce que quand tu te lâches, c'est-à-dire quand tu pars et que c'est bon, les idées te viennent, ça y est, ça va très vite en fait. Et tu peux faire le plan complet de ta formation en 1 heure ou 2. Si ça vient pas, laisse-toi un peu de temps, c'est pas grave, reviens dessus le soir, reviens dessus le lendemain matin après un petit café, ça va repartir. Bon, bah j'ai bientôt fini le plan de la formation. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, je vais commencer à enregistrer. Là, je promène mon chien. Si tu te demandes où je trouve mes idées de formation,
généralement c'est soit des choses que j'ai testées moi-même et qui ont fonctionné, soit des choses que j'ai testées avec des clients en coaching et qui ont plutôt bien marché aussi, soit simplement des idées que j'ai en fait, des problèmes avec les méthodes traditionnelles et des idées qu'on peut trouver pour les résoudre. Mais ça n'a pas toujours été facile, plus tu crées de formation, plus tu as d'idées de formation. C'est un peu comme le contenu quotidien. Plus t'en fais, plus c'est facile d'en faire parce que tu muscles ta créativité, tu muscles ta capacité à créer des concepts, à créer des idées originales et à voir aussi ce qui marche avec ton audience. Après, une autre compétence qui est très importante, c'est d'apprendre à construire des méthodes. Et ça, c'est pareil, je pense que ça se travaille. La meilleure manière de travailler, c'est d'être soi-même confronté aux méthodes des autres. Donc comment? En se formant, en lisant des bouquins, en suivant soi-même des formations. C'est un très bon moyen de s'habituer en fait à comment une méthode est structurée, quels éléments mettre dedans, comment faire quelque chose de pédagogique. C'est comme les écrivains. On a besoin de beaucoup lire pour être capable d'assimiler les techniques d'écriture. Et c'est pareil avec les formations, je pense qu'on a besoin de beaucoup se former pour être capable d'assimiler les techniques de formation. Alors c'est parti, on va filmer la formation. C'est super simple, J'ai mon appareil photo avec dessus le petit micro-cravate Rode Wireless Go 2, dont je t'ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Et moi ce que je fais, c'est que je m'installe ici avec l'émetteur du micro et tout simplement la mind map que j'ai sur mon iPad, sur laquelle je zoome, je dézoome et que je commente directement. Et mes élèves en face, ils ont la vidéo de moi en train de parler et ils ont accès bien sûr à la mind map qu'ils peuvent télécharger et suivre en même temps. Un peu comme un cours finalement qu'on suivrait dans une classe, on est devant le prof et en même temps on a son cahier d'exercice sous les yeux. Voilà, j'ai fini la première partie de cette formation, on va dire que j'ai fait un tiers. Le premier module, il est en train d'exporter sur mon ordinateur. Il dure 40 minutes à peu près et je sais pas toi, mais j'adore créer des formations. Mais c'est tellement fatigant. Je suis découragé là. Je viens de perdre 45 minutes de vidéo. Donc les 45 minutes bien fatigantes de formation. En fait, j'ai branché ma carte mémoire à mon Mac. J'ai commencé le transfert. Il y a eu un bug au milieu du transfert. J'ai voulu rebrancher ensuite la carte mémoire. Et impossible de l'ouvrir. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment avec désespoir d'utiliser des logiciels de récupération de données pour récupérer ma vidéo. Et c'est tellement décourageant. Et je sais que c'est quelque chose qui arrive souvent. Enfin, tous les créateurs de contenu que je connaisse, tous les gens qui travaillent de la vidéo ont déjà perdu au moins une fois leur travail et parfois c'est même une journée entière de travail, voire même plusieurs jours. Il n'y a rien de plus frustrant. Même si tu prends du plaisir à travailler, quand c'est difficile de voir le refaire, c'est vraiment... c'est horrible quoi. C'est super chiant quoi. Je suis dégoûté. J'en veux à Apple. Alors que j'adore Apple, mais j'en veux à Apple. C'est leur nouveau MacBook que j'ai acheté il y a 2 mois, qui fonctionne avec leur nouvelle puce. D'habitude, tout est rapide, tout marche très bien, il n'y a pas de bug. Là, je leur en veux, quoi. Franchement, je suis énervé, quoi. C'est pas la première fois que ça m'arrive de perdre une partie d'une formation. Ça m'est arrivé d'autres fois, mais souvent pour d'autres raisons. Par exemple, parce que j'ai mal branché le micro, j'ai oublié de l'allumer, ou la caméra s'est éteinte au milieu et je l'ai pas vu, et donc... Ça a dû m'arriver peut-être une petite dizaine de fois. Bon, j'ai fait beaucoup de formations, mais ça a dû m'arriver une petite dizaine de fois de perdre des modules entiers de formation et de devoir les refaire. Ça m'est arrivé aussi de juste pas être content de ce que j'avais fait, donc de tout reprendre de zéro. C'est pas très grave, on le refait finalement, puis on se rend compte après que c'était pas si terrible. Mais sur le moment, ce sentiment de douleur, quoi, de dire attends, j'ai travaillé dur, j'ai souffert pour ça. Et tout est foutu à la poubelle, quoi. Juste pour un bug à la con. Enfin, ça me rend dingue. Bon, je suis sauvé. J'ai pu restaurer le fichier sur ma carte SD. J'ai quand même dû payer 43 € pour ça, avec un logiciel de récupération. C'est un peu du racket. Ce qui est pénible, c'est que ça arrive tellement souvent, ce genre de problème. En fait, les problèmes techniques qui te bloquent. Là, ça m'a coupé, en fait. J'étais en train de faire ma formation. J'étais dans une bonne dynamique. Ça m'a coupé en plein milieu. Et ces problèmes techniques en fait qui te bouffent du temps comme ça, c'est peut-être la moitié de mon quotidien en tant qu'entrepreneur. Hier, j'ai passé une partie de ma journée à résoudre des problèmes sur un tracking, sur une pub Facebook qui fonctionnait pas.
Et c'est pénible en fait. Et tu sais, enfin, je sais pas, le métier que je fais et que tu fais peut-être aussi consiste à transmettre des compétences et des connaissances. Et on se retrouve en fait à résoudre des problèmes d'ordinateur. Et ça pour moi, c'est un vrai point noir. Et c'est pour ça que je suis obsédé par les systèmes simples. Parce que plus le système est complexe, plus le système est lourd, plus il y a de place pour les problèmes techniques. Et ces problèmes techniques nous drainent notre temps et notre énergie et nous empêche de nous concentrer sur la valeur qu'on peut apporter à notre audience, c'est-à-dire le contenu, les idées, les produits. Donc moi, j'ai une obsession pour les outils fiables, les outils simples, pour limiter les intermédiaires au maximum, pour pouvoir simplement en fait faire mon métier normalement. C'est-à-dire faire mon métier qui consiste à transmettre des compétences et pas à résoudre des problèmes d'ordinateur. Alors il est 19 h, ça y est, j'ai enfin fini ma formation. Après toutes ces aventures, finalement, ça aura pris pas mal de temps. Je suis vraiment content de cette formation. Je pense qu'elle peut aider beaucoup de gens. À mon avis, je vais la lancer à un tarif vraiment bas, enfin, probablement le tarif le plus bas que j'ai jamais fait. Parce que je pense que c'est une formation qui peut aider énormément, notamment les débutants, les gens qui se lancent, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Je me suis pas trop occupé de toi, Pipa, du coup, aujourd'hui. Et voilà, je suis content. C'est toujours sympa d'avoir fini une formation parce que tu as le sentiment du travail accompli. C'est très agréable et tu te dis, bah voilà, il reste le plus amusant, c'est-à-dire en parler, la vendre. Et puis encaisser, voilà. C'est quand même une partie du métier qui est pas désagréable. On est le jeudi 4 février. Pas du tout. On est le jeudi 4 mars et j'ai envie de tout casser là. Tout ce que tu as pu te construire dans ta tête, tout ce que tu as pu te dire sur la création de produits, sur le marketing en ligne, sur le business en ligne. J'ai envie de tout casser et de te montrer qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que tu crois. Le problème avec le marketing en ligne, c'est que année après année, les marketeurs, les formateurs ont rajouté en fait des briques de complexité. Et ce qui à la base en fait est aussi simple que de communiquer avec une audience et de vendre un produit, c'est devenu une pyramide de méthodes toutes plus difficiles à comprendre et à appliquer, toutes plus techniques les unes que les autres. On parle de séquences email, on parle de tunnels de vente, il faut créer des sites web, des blogs WordPress, il faut créer des chaînes YouTube, faire du montage vidéo, il faut faire du YouTube Ads, du Facebook Ads, du retargeting, mesurer ses taux de conversion, tout mesurer avec Google Analytics et observer les résultats de chaque action. Tout ça, ça peut te bloquer, te faire peur. Et moi, je ne sais même pas si je me serais lancé en fait si j'avais découvert l'étendue de la complexité de ce sujet dès le départ. La raison pour laquelle je me suis lancé, c'est parce qu'on m'a vendu le truc en me disant « c'est facile ». Et en fait, ça ne l'était pas, évidemment. Sur le coup, j'ai cru que ça l'était et c'est pour ça que je me suis lancé parce que j'étais naïf. Et en travaillant dessus, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça et qu'en fait, il fallait bosser et que ça prenait du temps. Et finalement, moi, il m'a fallu 3 ans avant de commencer à vivre de mon contenu sur Internet. Mais si j'avais pas cru dès le début que c'était facile, est-ce que je me serais lancé? Est-ce que j'aurais fourni l'effort? Je sais pas. Et c'est pour ça que c'est très important quand on se lance de croire, à raison ou à tort, que c'est facile. C'est très important quand on se lance d'imaginer qu'en fait, c'est rien du tout. Et c'est pour ça que moi, je suis obsédé par cette idée de simplicité. J'en parle tout le temps. Parfois, les gens, ça les fatigue. Peut-être parfois, les gens, ça les énerve. Ils se disent, mais c'est pas si simple, le business en ligne. Non, c'est pas si simple. Mais il faut croire que c'est simple. Et pour croire que c'est simple, il faut ramener les choses finalement à la racine. C'est pour ça que j'ai créé la formation que j'ai vendue cette semaine. Je me suis posé la question, ce serait quoi en fait le business model le plus simple, le moins technique, le business model que n'importe qui pourrait démarrer en partant de zéro, avec zéro compétences techniques, avec zéro audience, pour gagner sa vie sur Internet le plus vite possible. Et finalement, pourquoi s'embêter? Pourquoi créer un site web puisqu'on a déjà des plateformes aujourd'hui sur lesquelles on peut créer du contenu? Pourquoi créer des longues formations si on peut simplement faire du coaching et aider les gens directement qui ont besoin de nos compétences? Finalement, si tu veux débuter et gagner ta vie le plus vite possible et sans prise de tête technique quelconque, le plus simple, c'est de partir d'un outil sur lequel tout le monde est et qui est facile à utiliser et que tu sais déjà utiliser. Et cet outil, pour moi, c'était Facebook. Facebook, tout le monde est sur Facebook. Mais finalement, il y a peu de gens qui créent vraiment du contenu original sur Facebook. Pourquoi? Parce que la hype avec Facebook, elle est passée. C'est fini. Aujourd'hui, les gens, ils parlent de quoi? Ils parlent d'Instagram, ils parlent de TikTok, ils parlent de Clubhouse. Ils parlent plus de Facebook.
Et pourtant, les gens continuent à aller sur Facebook tous les jours. Facebook reste le réseau social numéro 1, la plateforme sur laquelle on va tous checker 1 ou 2 fois par jour ce qui se passe. Et donc finalement, si tu veux créer du contenu sur Facebook, aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de créer une page. Et c'est même contre-productif de créer une page. Le plus simple, c'est de partir de ton profil, le profil que tu as déjà, ton nom, et de commencer à publier en ton nom. Combien de personnes prennent le temps de faire ça? Combien de personnes prennent le temps de passer 1 demi-heure chaque jour à essayer de créer un bon statut Facebook, à essayer de balancer de la valeur, à essayer de raconter une belle histoire, à essayer d'inspirer les gens et à le partager comme ça sur leur profil? En fait, il n'y a plus personne qui fait ça. Et c'est pour ça que c'est exactement ça qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vide en fait entre l'offre et la demande. Il y a une demande qui est encore très grosse sur Facebook puisque la plupart des gens continuent à y aller tous les jours. Donc il y a une demande pour du contenu. Mais c'est quoi l'offre en face? À part les vidéos marrantes et les publicités. Qui c'est qui prend du temps d'aller sur son profil Facebook et d'écrire quelque chose de bon? Et c'est exactement dans ce vide qu'il y a une opportunité. Et c'est pour ça que j'ai créé cette formation. C'est une formation finalement qui est toute simple et que j'ai voulu vraiment accessible au plus grand nombre, aux débutants, aux gens qui ne connaissent rien en technique. Et je sais qu'il y en a. On n'a pas tous 20 ans, on n'est pas tous nés avec Internet. Il y a des gens, simplement, les ordinateurs, c'est pas leur truc. Il y a des gens, tu leur dis crée ta liste email, ils savent pas quoi faire. Il y a des gens qui leur disent fais une page de capture, ils savent pas ce que c'est. Et c'est ok en fait. Et c'est pas pour ça que ces gens-là sont incapables de monter un business sur Internet. C'est des gens qui ont du talent, c'est des gens qui ont des choses à dire, c'est des gens qui ont des idées, putain. Alors qu'est-ce qu'on leur dit? Non, tu dois apprendre la technique, sinon tu seras incapable de faire quoi que ce soit. À côté, on a des petits génies de la technique qui savent parfaitement coder un site de A à Z, mais qui ont rien d'intéressant à raconter. Et c'est ces gens-là qui doivent gagner, je suis pas d'accord. Moi j'en ai marre, je m'énerve, tu vois, j'en ai marre parce que c'est pour ça que je suis obsédé par la simplicité. Parce que la technique c'est une prison, la technique c'est une fermeture, c'est une barrière qui dit aux gens seulement ceux qui ont ce niveau de compréhension de technique ont le droit de rentrer. Et les autres ils sont à la porte et ils sont condamnés à faire quoi? Ils sont condamnés à attendre et à regarder passivement les contenus qui sont créés par les autres. Et ben ça je suis pas d'accord, je pense que on a tous en nous un peu de génie. On a tous en nous des domaines dans lesquels on peut donner le meilleur. On a tous en nous des choses à dire, à raconter, une audience à conquérir, un public à trouver. Mon métier, c'est de faire du marketing en ligne. Et pourtant, j'en ai rien à foutre que tu aies un site web. Je m'en fous que tu fasses des tunnels de vente. Je m'en fous éperdument de ton taux de conversion. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur que tu as à proposer au monde. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as à raconter. C'est quelles sont les idées originales que tu peux apporter aux gens. Il devrait y avoir aucune barrière entre tes idées et ton public. Alors si tu as quelque chose à dire, allume ta caméra et dis-le. Si tu as quelque chose à dire, va sur ton profil Facebook et écris-le et poste-le. Arrête de te poser 1 milliard de questions. Arrête de te prendre la tête avec des problèmes techniques dont on se fout éperdument. C'est Zig Ziglar qui disait ça. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Tu n'as pas besoin d'être excellent pour démarrer, mais tu as besoin de démarrer pour être excellent. La technique, c'est des excuses. C'est des excuses pour les formateurs pour te vendre des formations trop grosses et trop chères parce qu'ils doivent tout enseigner. Et c'est des excuses pour leurs clients pour ne pas se lancer parce qu'ils considèrent que comme ils n'ont pas le niveau technique, alors ça sert à rien d'essayer. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant d'aller sur ton profil Facebook? Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de créer un texte qui apporte de la valeur aux gens? Quelque chose de beau, quelque chose d'inspirant? Ou juste une chose que tu as découverte, une astuce, une technique, un tutoriel, n'importe quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de partager ça avec le monde aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une barrière technique? Non, il n'y en a pas. Alors, fais-le. On est le vendredi 5 mars, comme tu vois, j'ai pas super bien dormi, je me suis fait réveiller à partir de 7 h du matin par les murs qui tremblent. Ça c'est la joie d'habiter dans une grande ville où il y a des travaux tout le temps, mais bon c'est un choix. J'ai l'impression que je sais pas faire des bonnes vidéos sur YouTube. Et tu te dis c'est peut-être bizarre parce que ça fait des années que j'enseigne la création de contenu sur internet et j'en ai fait des centaines de vidéos YouTube, c'est même comme ça que je me suis fait connaître. Aujourd'hui j'envoie un email par jour, je crée des formations que je vends dans mes emails et ça marche très très bien. Et du coup, j'ai pas vraiment de raison de continuer à faire du YouTube. Mais il y a une petite voix au fond de moi qui me dit continue à faire ça parce que c'est un travail créatif, c'est un travail qui t'intéresse, c'est un travail qui intéresse les gens qui te suivent. Sauf que je passe beaucoup de temps sur YouTube à regarder des vidéos de gens qui sont bien meilleurs que moi. Et je vois qu'ils sont bien meilleurs que moi, je vois pourquoi ils sont bien meilleurs que moi. Et pourtant, je me sens incapable de moi faire quelque chose comme ce qu'ils font. Et ce genre de vidéo que je suis en train de faire là, ça va être un long vlog, je vais beaucoup parler.
Je sais bien que ça va pas faire des centaines de milliers de vues. C'est impossible que ça fasse plus de 10 000 vues une vidéo comme ça, c'est impossible. Et évidemment, comme YouTube est une plateforme qui est entièrement tournée autour des chiffres de vues, si tu as une chaîne YouTube, tu le sais, tu vois toutes les stats qu'on te donne, le taux de rétention, le taux de clic. YouTube fait tout pour t'inciter à faire plus de vues. On t'envoie des trophées quand tu as un certain nombre d'abonnés, tu es invité à certaines soirées VIP seulement quand tu as une certaine audience. Donc YouTube est par design conçu presque pour te forcer à vouloir toujours faire plus de vues. Et pourtant, moi dans mon activité et même dans mon cœur et dans ma façon de travailler, j'ai jamais couru après l'audience. J'ai jamais eu besoin de courir après l'audience. Je sais que moi, ce qui compte, c'est pas d'avoir un maximum d'audience, même concrètement pour mon business. Ce qui compte, c'est d'avoir une audience qualifiée. C'est-à-dire d'avoir une audience qui est prête à dépenser des centaines d'euros tous les mois pour se former avec moi. Et ça, c'est pas en faisant des millions de vues qu'on trouve une audience comme ça. Je pense que c'est en attirant une audience de qualité et en filtrant cette audience dès le départ. Et je me dis, c'est peut-être ça le but de ces vlogs en fait. C'est peut-être de parler seulement aux vrais, parce qu'il n'y a que les vrais qui vont vouloir m'entendre parler pendant 20 minutes de comment je crée mes formations, ça je sais bien. Mais c'est peut-être ça l'objectif des vlogs, parler seulement aux vrais pour écrémer mon audience et pour essayer d'apporter un maximum de valeur à ceux qui sont le plus susceptibles de m'en apporter en retour, c'est-à-dire de devenir client chez moi ou de me suivre pendant des années. L'autre raison pour laquelle je fais ces vlogs, c'est que j'en ai marre du manque d'authenticité de certains confrères ou de certains marketeurs qui vont essayer de montrer une vie très lisse, une vie où ils vont juste avoir l'air de kiffer du début jusqu'à la fin. Et je pense que ces vies-là n'existent pas. C'est-à-dire que même quand tu vis ta vie de rêve, et moi c'est mon cas aujourd'hui, je vis une vie où je suis complètement libre de mes journées, de faire ce qui me passionne, je gagne bien ma vie, ce qui me permet de vivre dans un endroit que j'aime, dans un appart que j'aime. Je vis ma vie de rêve aujourd'hui. Et pourtant, c'est pas tous les jours facile. Je connais personne qui se réveille tous les matins en mode « Ouah !» Non, ça n'existe pas. Et c'est ça aussi que je voulais te montrer, c'est que derrière le rêve, il y a une réalité. Et que pour acheter ce rêve-là, il faut acheter la réalité qui va avec. Il faut être prêt à vivre tout ça. Ces moments de solitude, ces moments de torture intellectuelle, d'interrogation constante, ces moments d'échec, ces moments de problèmes techniques, de moments où on se dit je vais jamais y arriver, ça marche pas. Tout ça, ça vient avec, c'est un package complet. Ça vient avec. Donc c'est ça que je veux te montrer, c'est la vraie vie. Et c'est important que tu comprennes l'intention derrière cette démarche-là. J'ai jamais fait un truc comme ça, hein. J'ai jamais fait des vlogs aussi personnels, aussi longs, aussi centré autour de ce que je fais, de mon travail. Enfin voilà, je te montre des choses que j'ai jamais montrées avant et je le fais pour ces raisons-là. Alors je commence toujours ma journée par regarder mes chiffres de vente. Je sais que c'est pas une très bonne habitude, mais ça me permet de savoir qu'est-ce que je dois faire dans l'email du jour. Là, c'est 2 coupons de réduction que j'ai créés pour la formation que je viens de sortir, que j'ai sorti hier. Il y en a un qui correspond aux ventes faites par email et l'autre aux ventes sur Telegram. Donc en tout, on est à 71 ventes en une journée. Je suis vraiment content de ce produit et je vais continuer à écrire des mails pour le vendre. C'est parti, on va s'attaquer à l'écriture de l'email du jour. C'est ma partie préférée. Je pense qu'on a tous une zone de génie. C'est ce qui te permet d'avoir des grands résultats en faisant un minimum d'efforts. Et moi, clairement, la vidéo aujourd'hui, c'est pas ma zone de génie, mais les emails, c'est-à-dire des petits messages courts, impactants, avec un appel à l'action vers un produit, c'est ma zone de génie. C'est là où je peux produire le plus de valeur en faisant un petit effort. Donc j'y vais. J'ai une vie un peu bizarre et je fais des trucs un peu bizarres. Ça, c'est pour se réveiller le matin quand il fait pas beau. Ça permet d'envoyer de la lumière bleue, donc la lumière du jour, dans les yeux et de te donner la pêche. Ça marche super bien. Je sais pas si c'est un placebo ou si c'est vrai. Ça s'appelle Luminette et c'est pas sponsorisé du tout, mais j'adore ça. Je trouve ça bien, ces outils comme ça qui coûtent rien. Tu peux le porter et faire autre chose en même temps et qui apportent de l'énergie. Voilà, gratos. C'est pas gratos du tout, ça coûte très cher. Je suis toujours en train de travailler sur le Bepo. Je t'en avais parlé dans mon dernier vlog. C'est en fait une disposition de clavier qui est différente de l'AZERTY et du QWERTY et qui est optimisée pour la frappe la plus rapide possible et la plus ergonomique possible en français. Il n'y a pas besoin de regarder ton clavier. Ce qui fait qu'on peut utiliser n'importe quel clavier. J'essaie de progresser, là en ce moment j'en suis à 14 mots par minute. Mais ce qui m'intéresse, c'est de progresser chaque jour et pour l'instant ça marche. Et donc pour m'aider, je me suis offert un petit clavier de la marque Keychron. C'est des claviers mécaniques et moi j'aime beaucoup les claviers mécaniques parce que ça a un cliquetis qui fait un peu machine à écrire.
Ça m'encourage en fait à m'entraîner tous les jours. Alors comme tu vois, le clavier il est en QWERTY, j'ai mis quelques autocollants sur les lettres que je connais pas encore parfaitement, et en fait le reste c'est dans la tête. Moi le problème c'est que je tape pas très vite en AZERTY, je dois être autour de 60-70 mots peut-être par minute, parce que je tape en fait juste avec mes index quasiment et parfois avec mes majeurs, mais je passe mon temps à déplacer en fait mes mains sur le clavier, ce qui est pas la façon la plus optimale de taper. La meilleure façon de taper c'est d'utiliser tous ses doigts et de pas déplacer ses mains justement sur le clavier et de pas avoir à regarder son clavier. Mon objectif c'est de pouvoir passer en full Bepo, donc d'écrire mes emails en Bepo. J'essaie d'atteindre les 100 mots par minute, donc je continue à m'entraîner tous les jours, 15 minutes par jour, jusqu'à ce que j'atteigne cet objectif et j'adore ça. Franchement c'est un kiff. Je voulais te parler d'un livre maintenant, et ce livre, je comprends pas pourquoi je l'ai pas eu dans les mains plus tôt. Parce que quand je l'ai découvert, la semaine dernière, j'ai réalisé que c'était probablement le livre que j'avais lu qui résumait le mieux ma philosophie sur la création de contenu. Ce livre, c'est un livre d'Austin Kleon, qui s'appelle « Montrez votre travail » et que je te recommande extrêmement chaudement. Si tu aimes mon contenu, si tu es intéressé par ma philosophie, je pense que tu vas l'adorer. Parce que c'est... Enfin voilà, il y a des extraits du livre, j'ai l'impression de m'entendre. C'est des choses que je pense à la lettre, c'est très bien écrit, c'est très facile à lire, il est très court. La traduction en français est tout à fait réussie. Et je voudrais prendre le temps de t'en lire quelques extraits. Des extraits qui m'ont marqué et qui peuvent t'aider sur la route de ta création de contenu et du business que tu essaies de créer autour de ta passion. Premier extrait que j'ai surligné, c'est dans le chapitre qui s'appelle « Soyez un amateur ». Nous sommes tous terrifiés à l'idée de voir notre amateurisme révélé au grand jour, mais aujourd'hui c'est l'amateur, la personne qui aime sincèrement ce qu'elle fait, sans considération de gloire, de richesse ou de carrière, qui dame souvent le pion aux professionnels. Sans rien à perdre ou presque, les amateurs sont prêts à tout et partagent volontiers leurs conclusions. Ils n'hésitent pas à tâtonner, prendre des risques et écouter leurs envies. Parfois, c'est leur amateurisme même qui les met sur la voie des découvertes. L'esprit du débutant contient beaucoup de possibilités, mais celui de l'expert en contient peu. J'adore cette idée, j'aime beaucoup moi l'idée de rester un amateur toute sa vie, de rester un débutant, en tout cas de continuer à garder cette position et de jamais s'enfermer dans un personnage d'expert duquel parfois il est difficile de sortir et c'est difficile d'être créatif aussi quand on est enfermé dans ce personnage-là. Un autre extrait que j'ai surligné: la meilleure façon de montrer ce que vous savez faire est de réfléchir à ce que vous voulez apprendre et à vous engager à l'apprendre en public. Trouvez un collectif, prenez des notes sur ce que publient les autres et ce sur quoi ils restent silencieux. Soyez à l'affût des niches à combler, même si les résultats sont effroyables au début. Pour l'instant, oubliez l'argent ou votre carrière. N'essayez pas de devenir un expert ou un professionnel et portez haut et fier les couleurs de votre amateurisme. Publiez ce que vous aimez et les personnes qui s'y intéressent également viendront à vous. J'aurais pas dit mieux. Comment montrer ce que vous savez faire quand vous partez des mains vides? La première étape est de réunir les fragments de votre parcours et d'en faire des publications intéressantes. Vous devez rendre visible l'invisible. Vous devez faire quelque chose, explique le journaliste David Carr. Personne ne s'intéresse à votre CV. Ce qu'on veut voir, c'est ce que vous savez faire de vos 10 doigts. Documentez vos moindres faits et gestes. Entamez un carnet de bord professionnel, jetez toutes vos idées dans un cahier ou sur dictaphone. Tenez un tableau d'inspiration, faites un petit reportage photo des étapes de votre travail, filmez-vous. À ce stade, l'important n'est pas d'être créatif, mais de garder une trace de ce qui se passe dans votre atelier. Ça me touche énormément aussi parce que beaucoup de débutants ne savent pas sur quoi créer du contenu, alors que parfois, on a déjà en fait des choses à montrer. On a déjà des choses qu'on découvre et qu'on pourrait faire découvrir aux autres. Et souvent, la chose la plus simple à faire quand on débute, c'est simplement de documenter son travail ou documenter son parcours, son défi. Moi, c'est comme ça que je me suis fait connaître sur YouTube. C'était en 2015, à l'époque, je gagnais pas encore ma vie sur Internet, mais c'était le défi que je m'étais lancé. Et j'ai documenté tout ça en fait dans des vlogs quotidiens que je postais sur ma chaîne YouTube. Et c'est ça qui m'a permis de construire l'audience que j'ai développée aujourd'hui. C'est ça qui m'a permis de commencer à gagner ma vie sur Internet. C'est justement le fait de documenter ce projet-là. C'est une super façon de commencer et c'est aussi une façon pour toi de garder une trace de ce que tu as fourni, de garder une trace de ce que tu as accompli. Moi aujourd'hui, j'adore regarder mes vlogs de l'époque, mes vlogs voyage notamment, parce que je suis nostalgique évidemment de ce moment-là et je me dis c'était pourri, mais je suis content de l'avoir fait, je suis content de le revoir, je suis content de me souvenir à quoi je ressemblais, à quoi ressemblaient mes idées et ma façon de penser à cette époque-là. Un autre extrait.
Le stock et le flux est un concept économique que l'écrivain Robin Sloan a adapté aux médias. Le flux est votre fil d'actualité, ce sont les publications, les tweets, le défilé d'actualité publié chaque jour, plusieurs fois par jour, qui rappelle au monde que vous existez. Le stock est votre contenu durable. Ce sont les publications qui resteront pertinentes dans 2 mois ou 2 ans. C'est ce qui ressort lorsqu'on fait des recherches, c'est ce qui se propage lentement mais sûrement et vous amène des fans au fil du temps. Selon Sloan, la formule magique est d'alimenter votre flux en permanence tout en travaillant à votre stock en arrière-plan. C'est hyper précieux aussi ça comme conseil pour les créateurs de contenu, d'avoir à la fois des médias, par exemple une story Instagram sur lequel on partage un petit peu tout, et puis à côté de créer un peu sa masterpiece, de créer des pièces de contenu qui vont se référencer davantage sur le long terme, sur les plateformes, sur Google, des choses qui vont pouvoir durer. Autre chose que j'ai partagée, c'est une citation d'Annie Dillard qui me plaît beaucoup. Le réflexe qui consiste à garder pour vous ce que vous avez appris n'est pas seulement indigne, il est aussi dangereux. Tout ce que vous ne partagez pas avec générosité est perdu. Vous ouvrez votre coffre et il ne reste que des cendres. Waouh, 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 waouh. Je suis tellement d'accord avec ça, moi. Le fait que le contenu qu'on ne crée pas, ou les produits qu'on ne crée pas, ou les formations qu'on ne crée pas, ou le coaching qu'on ne donne pas, c'est perdu. C'est juste quelque chose en moins, c'est du gâchis. Alors un autre extrait du livre. Si vous voulez attirer les fans, vous devez d'abord en être un. Pour intégrer un groupe, il faut d'abord être un bon élément. Si vous ne faites que renvoyer vers vos propres créations, vous faites fausse route. Vous devez être un maillon. L'écrivain Blake Butler appelait cela être un vase communicant. Pour recevoir, il faut d'abord donner. Pour être remarqué, ouvrez les yeux, taisez-vous et écoutez une fois de temps en temps. Soyez attentionné, soyez respectueux, ne vous transformez pas en spam, mais plutôt en vase communicant. C'est une stratégie aussi qui est tellement importante, je pense notamment aux débutants qui essayent à tout prix de se faire connaître et de partager leur travail, mais qui ne prennent pas forcément le temps de se faire un nom. Ils ne prennent pas forcément le temps d'aider les autres, ils ne prennent pas forcément le temps de communiquer, de se créer un personnage sur les réseaux. Et notamment, on en parle dans la formation que j'ai fait cette semaine à propos des groupes Facebook, de se faire un nom sur ces groupes et de communiquer avec les gens et de pas seulement faire du spam et de pas seulement partager son travail. Un autre extrait du bouquin. Si vous examinez de plus près la carrière des artistes qui durent, vous verrez la même tendance. Ils ont tous persévéré, bon an mal an. Woody Allen sort un film par an, en moyenne depuis 40 ans, car il ne prend jamais de vacances. Dès qu'il boucle un film, il s'attelle au scénario suivant. Bob Pollard, chanteur-compositeur du groupe Guided by Voice, dit ne jamais souffrir de la page blanche car il ne s'arrête jamais d'écrire. Ernest Hemingway, au passage, moi je suis un immense fan d'Ernest Hemingway et de ses méthodes de travail. Ernest Hemingway finissait chaque journée de travail au beau milieu d'une phrase pour savoir où reprendre le lendemain matin. Et selon la chanteuse-compositrice Joni Mitchell, le point faible de chaque projet lui inspire le projet suivant. L'idée derrière ce passage, c'est de toujours rester dans le flow, en fait. Le syndrome de la page blanche, c'est quelque chose qu'on commence à avoir quand on s'éloigne de son travail. Et le fait de rester dans le flow, de rester dans un flux continu de pensée, de suivre ce conseil d'Ernest Hemingway qui consiste à la fin du travail de la journée, de commencer, de poser la première pierre du travail du lendemain, ça aide à résoudre ce problème. J'ai une dernière citation que je vais partager avec toi. Bon, en vrai, il y en a beaucoup d'autres que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est pour ça que je t'invite chaudement à lire, mais ça fait déjà longtemps que je parle. Et celle-là, elle me tient à cœur parce que je suis fan d'un humoriste américain qui s'appelle Louis C.K. Si tu connais pas, il a fait 2 shows qui sont sur Netflix et qui sont à mourir de rire. J'adore cet humoriste. Et c'est quelqu'un qui a mis énormément de temps à percer. Aujourd'hui, c'est un des humoristes les plus connus et respectés au monde. Mais il a passé au moins 15 ans à jouer les mêmes spectacles dans des petits cabarets où il n'y avait pas grand monde et à passer complètement sous le radar. Et voilà ce qu'il explique à propos de Louis C.K. L'humoriste Louis C.K. a travaillé sur le même spectacle pendant 15 ans jusqu'à découvrir que son modèle, George Carlin, réécrivait son spectacle de bout en bout chaque année. Tout d'abord réticent, C.K. a fini par tenter. Ce fut une libération. Quand on a fini de rire des avions et des chiens et que l'on met ses blagues au placard, que reste-t-il? Il faut creuser plus loin, parler des sentiments, de qui l'on est. Et ces blagues rejoignent aussi les autres au placard. Il faut aller toujours plus loin. Quand on élimine des vieilleries, on fait de la place pour du neuf. Et je voudrais te laisser avec ce dernier conseil parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a souvent peur de faire. On a souvent peur de perdre un peu ce qui a fait notre succès jusque-là, même si c'est un succès modéré. Parce que finalement, c'est nos seuls habits, c'est les seules choses qu'on possède. Mais si on veut créer quelque chose de mieux, il faut savoir se débarrasser de ce qu'on a fait avant. Il faut savoir repartir de zéro, il faut savoir déchirer la page et repartir d'une page blanche. Et si aujourd'hui, l'humoriste Louis C.K. arrive justement à créer des sketchs aussi créatifs, aussi introspectifs, aussi drôles,
c'est parce qu'il a réussi à mettre de côté et à jeter finalement les blagues qu'il faisait pendant 15 ans et à repartir d'une page blanche encore et encore. Voilà, je pense que tu l'as compris, ce bouquin c'est une mine d'or. Si aujourd'hui tu manques d'inspiration, si aujourd'hui tu sens que tu as une passion brûlante au fond de toi, tu as envie de créer du contenu, tu as envie de t'exprimer sur un sujet, mais tu as des blocages mentaux, ça te fait peur, tu n'es pas sûr d'y arriver, tu n'es pas fier de ton travail, lis ça. Ça va te décomplexer, ça va te donner envie, ça va te donner plein d'idées. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais c'est le youtubeur Ali Abdaal qui en a parlé dans une de ses vidéos, et c'est grâce à lui que j'ai découvert ce livre. C'est un youtubeur britannique qui ne sait absolument pas qui je suis, mais j'aime bien son travail, et lui, il a vraiment réussi à percer justement sur YouTube en partageant son travail. C'est exactement la recette qu'il a suivie, et il explique qu'il a suivi précisément grâce à ce bouquin. Donc je regrette vraiment de ne pas l'avoir lu plus tôt. Je suis très heureux de l'avoir découvert, et je te le recommande chaudement. On est le samedi 6 mars et ce qui m'a réveillé ce matin, c'est pas les travaux, c'est un livreur Amazon. Et je sais pas toi, mais j'adore recevoir des colis Amazon avec cette magnifique illustration dessus qui fait pas du tout flipper et qui nous rappelle qu'on a commandé quelque chose de cher. Et je voulais terminer par cette petite surprise dans le vlog de la semaine, parce que c'est le dernier jour, c'est mon dernier jour de weekly vlog. On est samedi et je voudrais le lancer demain, dimanche. Mais juste avant de te la montrer, je voudrais te montrer avec quoi j'ai filmé la plus grosse partie de ce vlog. Alors j'ai commencé par filmer à mon iPhone, grosse erreur, enfin l'image et le son étaient vraiment pourris. Et puis je me suis filmé avec ce petit appareil qui est le Sony RX100 marque 7 qui coûte 1300 €. C'est un appareil qui est extraordinaire parce que tu vois, il tient dans une poche arrière, il est extrêmement compact et avec tu as une qualité d'image qui est quasiment une qualité réflexe. C'est vraiment hallucinant ce que tu peux avoir avec. Par contre, cet appareil, il a un gros point noir, c'est que il n'a pas été pensé pour la vidéo. Il a été pensé pour la photo à la base et il a des fonctions vidéo. Ce qui fait qu'il a plein de trucs qui prennent de la place, qui servent à rien et qui font monter le prix du produit. Par exemple, il y a un viewfinder ici pour voir ce que tu prends en photo, ce que personne n'utilise quand on fait de la vidéo. Il y a un flash que personne n'utilise non plus quand on fait de la vidéo. Et donc finalement, Sony s'est posé une question. Et pour une fois, ça fait plaisir d'avoir des ingénieurs d'appareils photo qui se posent des questions sur les comportements de leurs utilisateurs. Ils se sont posé une question et se sont dit, tiens, et si on faisait le même appareil photo, mais cette fois-ci pensé non plus pour la photo, mais pour la vidéo, et plus précisément pour les vlogueurs. Ça a donné le Sony ZV-1. Alors ça fait un petit moment qu'il est sorti, il a dû sortir il y a peut-être 6 mois, 1 an, j'en sais rien, il est sorti en 2020. Et je ne l'avais pas acheté jusque-là, alors qu'évidemment je lorgne dessus depuis le début. Il faut savoir que ça coûte 2 fois moins cher que celui que j'ai ici. Et pourtant la qualité d'image pour la vidéo est probablement meilleure. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas pris plus tôt, c'est qu'il n'y a pas de port USB-C dessus. C'est du micro USB, voilà, comme en 2004. Et c'est scandaleux. Voilà. Les mecs qui prennent la décision de sortir en 2020 un appareil sans port USB-C devraient aller en tôle. Bon, ils ne devraient peut-être pas aller en tôle. Ils devraient être virés, tout simplement. Voilà. Moi, je les virerais et je ferai en sorte de pourrir leur réputation pour qu'ils ne puissent plus jamais être embauchés dans une boîte de caméra. Pour le bien public. Hein. Voilà, on arrive à la fin de ce vlog. T'as regardé plus de 30 minutes de vidéo, donc je me permets de dire des conneries. Un peu comme un vieux qui arrive au bout de sa vie et qui peut commencer à dire n'importe quoi, à être raciste, à faire ce qu'il veut, parce qu'on l'a toléré jusque-là, probablement qu'on le tolérera encore. Bon bah moi c'est pareil, t'as toléré toutes mes conneries jusqu'à maintenant, donc je me dis, maintenant je dis ce que je veux. Voilà. C'est la fin, c'est pour les vrais. Alors déjà, ouais, j'adore. Déjà, il est beaucoup plus léger que l'autre. Pourquoi? Parce que c'est du plastique, c'est du plastoc. Personne n'en a parlé, c'est marrant. C'est du plastique et moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que de toute façon c'est pas un produit Apple. Les finitions n'ont jamais été extraordinaires, mais du coup il est nettement plus léger. Ça se sent, il est moins froid aussi. Bon, il y en a que ça plaira. Et ce qui est intéressant, c'est tout de suite si tu regardes le haut du produit. Alors on va rien voir évidemment. Je vais zoomer un peu. Si on regarde le haut du produit, on voit qu'au lieu d'avoir un viewfinder et un flash qui ne servent à rien, on a deux choses qui servent à beaucoup quand on fait de la vidéo. On a une petite griffe ici qui permet d'accrocher par exemple un petit micro shotgun ou un petit micro cravate comme celui que j'utilise ici. Et à côté, on a un grand micro qui est censé être de bien meilleure qualité que celui qu'on a sur l'autre. Et ça c'est cool parce que quand on l'utilise en mode vlog, on n'a pas toujours envie d'accrocher un micro, on veut parfois simplement se filmer comme ça.
Et petite particularité, puisqu'il y a une griffe maintenant au-dessus, c'est-à-dire qu'on va accrocher des choses sur le dessus du micro, l'écran ne s'ouvre plus comme ceci, sur le haut, maintenant il s'ouvre sur le côté. Ce qui permet aussi de le refermer comme ça, et donc de protéger cette partie-là de l'appareil. Moi, je suis pas du genre à mettre des protections sur mes appareils photo, j'aime bien les foutre comme ça dans mon sac et barouder avec. Donc j'aime bien le fait qu'ils se ferment en fait de partout et qu'il n'y ait pas d'écran ou d'objectif qui soit directement au contact du sac. Voilà. Je suis tellement content d'avoir acheté ça, en fait, j'ai hâte de le tester. Alors là, tu as ce que j'appelle les ports de la honte. Alors, tu as un port micro c'est très bien, ça, merci. Il y en avait déjà un sur le RX100. Et en dessous, tu as un port micro USB, voilà, le port de la honte. Je sais pas d'où me vient cette haine du micro USB. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà quand j'étais bébé, dans le berceau. J'étais là, je pleurais. Je pleurais pas parce qu'il fallait que je respire et que ça provoquait une douleur absolument insupportable. Je pleurais parce que l'USB-C n'existait pas encore. Non, en vrai, il faut mettre des ports USB-C partout parce que ça simplifie tout. En voyage, par exemple, tu as un seul port qui charge ton MacBook, ta Kindle, ton appareil photo, ton iPhone. Aujourd'hui, il faut se trimballer avec un câble USB-C, un câble micro USB, un câble Lightning pour l'iPhone. Et c'est complètement con, quoi. C'est complètement con étant donné que l'USB-C fonctionne très bien. Tu peux tout faire avec. Ça prend pas beaucoup de place. Aujourd'hui, c'est démocratisé. C'est sur tous les smartphones Android. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Autre petit détail qui est vraiment bienvenu pour les vlogueurs, c'est que on a le bouton d'enregistrement qui est sur le dessus et qui est bien visible. Tu vois, c'est le gros bouton rouge ici. Alors qu'avant, comment dire, il fallait le chercher, le bouton d'enregistrement. Tu sais, c'est le tout petite merde là qui est là que personne ne voit. Il fallait réussir à le trouver comme ça pour se filmer et c'était assez pénible. Bon, si tu veux une review complète de ce produit, c'est probablement un des produits les plus testés sur YouTube. Donc, je vais pas le faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'il fait beau aujourd'hui. Ça caille, mais il fait beau. Donc, je vais me balader à Paris et je vais essayer de faire des jolis plans de Paris tout en utilisant le mode vlog de cette caméra. Et comme ça, tu vas pouvoir voir par toi-même si c'est bien, si ça te plaît et ce que tu en penses. Petit détail à savoir, c'est que si tu cherches une caméra de vlogging et que tu hésites entre ces deux-là, n'hésite pas. Prends celle-là. Elle coûte 2 fois moins cher. Elle est à 700 €. Celle-là coûte 1300 €. Et celle-là est vraiment faite pour ça. Elle est faite pour le vlogging, il y a plein de fonctions pour la vidéo, donc il n'y a pas photo. C'est celle-là qu'il faut prendre. Il n'y a pas photo, c'est rigolo. J'ai oublié un petit truc dans la boîte, et ça c'est bien, ça j'adore. C'est ça que j'aime, moi, voir chez les constructeurs. Dans la boîte, ils ont mis un petit chat mort, ça sert, c'est une bonnette anti-vent en fait à mettre sur le micro. Et avant, quand tu as acheté ce genre d'appareil photo, si tu voulais mettre une bonnette anti-vent, déjà tu n'avais plus accès au flash, il fallait la coller, parfois tu mettais des scratchs, moi c'est la solution que j'avais trouvée. Et là, ils ont eu la bonne idée d'intégrer dans la bonnette un petit adaptateur pour le glisser directement sur la griffe de l'appareil photo, ce qui fait qu'en 2 secondes, hop, voilà, on a la bonnette qui est glissée. Ça, c'est bien ça, merci Sony. Ok, je fais un petit test chez moi. Ça me semble pas mal. 2 choses déjà qui sont super cool. Il suffit d'ouvrir l'écran pour allumer la caméra et elle s'allume super rapidement. Ça, c'est important pour le vlogging. Et ensuite, il y a une petite LED rouge à l'avant qui te dit quand ça filme. Et ça, c'est top aussi parce que ça évite de se planter. Enfin, il y a un bouton que je vais tester tout de suite qui permet de rendre le fond flou. Donc là, c'est clear. Ça permet d'avoir le fond net si j'ai envie de montrer ce qu'il y a derrière moi. Et maintenant, on va le passer en fond flou. C'est parti. Voilà. Là, normalement, le fond est beaucoup plus flou. Et ça se fait de manière naturellement avec l'objectif. C'est pas un traitement de l'image. Donc ça c'est cool. Normalement, ma peau aussi, j'ai un peu une peau de bébé. C'est fake, c'est la caméra qui gère ça. Je crois qu'il y a moyen de le modifier, voire de le supprimer. Faut pas que ça ait l'air trop fake non plus. Je veux dire, c'est le matin, il est 10 h, j'ai un peu une tête de déterré, c'est normal. De toute façon, je suis pas une youtubeuse beauté, donc j'en ai rien à foutre. Il y a 3 choses à regarder. La première chose, c'est la qualité d'image. Là, c'est pas très compliqué, on est en plein soleil, pleine lumière, donc a priori, il devrait s'en sortir. Est-ce que le bokeh est activé? Ouais, c'est encore mieux comme ça. Est-ce que la deuxième chose à regarder, c'est la qualité du son? Et ça, c'est plus difficile parce que on est dans un environnement urbain, en ville. Et la troisième chose, c'est le stabilisateur. Est-ce que c'est bien stabilisé? Il y a beaucoup trop de monde, ça me met très mal à l'aise. J'adore ce petit parc. Là, on va être plus tranquille déjà. Je vais en profiter pour te reparler de ce dont j'ai parlé dans mon mail ce matin. C'est
c'est à propos de la création de contenu. Et je sais que je parle souvent de partager ses idées, de partager sa philosophie, d'avoir quelque chose qui est au-delà des simples petites techniques et petits conseils. Je sais que ça peut faire peur à certaines personnes de se dire mais moi j'ai pas de grande philosophie, j'ai pas de grandes idées, j'ai pas une passion débordante et je sais pas si ça va être bien et je sais pas si ça va être assez intéressant. La solution c'est pas de chercher, de se poser 1000 questions jusqu'à se trouver, paf, une philosophie parfaite comme ça, une réponse à toutes nos questions et qu'on puisse commencer à créer du contenu à partir de ça. La philosophie, les grandes idées, les méthodes viennent en créant du contenu. C'est un processus qui est continu. Ça vient pendant que tu es dans le flow. Et moi, ça m'est pas venu comme ça du jour au lendemain sur un plateau. C'est venu progressivement en 2015 quand j'ai décidé de me lancer dans le défi de créer une vidéo par jour, de filmer mes journées. Alors au départ, j'avais pas grand chose à dire, mais j'avais un objectif qui était de gagner ma vie sur internet. Et c'est de ça que je faisais la promotion. Et en fait, tout ce que je faisais de mes journées, ça allait dans le sens de cet objectif. Je me formais, je lisais des bouquins, des formations, j'essayais des choses, je tentais des trucs, j'essayais de vendre des produits. Et je partageais tout ça avec mon audience, mes succès, mes échecs, mes expériences, mes idées. Et petit à petit, en fait, tout ce que j'ai construit, toute la philosophie finalement que j'ai construite, qui vient évidemment de plein d'autres auteurs que j'ai lus, plein d'autres créateurs de contenu que j'ai suivis, qui est devenu en fait au fil des années ma philosophie, puisque quand tu mélanges en fait tout ça, ça fait quelque chose d'unique, bah, je l'ai construit avec mon audience. Je l'ai construit devant la caméra, je l'ai construit devant mon éditeur d'email, je l'ai construit devant mon micro en faisant mes podcasts. Et donc c'est pas quelque chose qu'il faut attendre d'avoir avant de créer du contenu. En fait, il faut créer du contenu pour devenir intelligent. Il faut créer du contenu pour bâtir sa philosophie. Il faut créer du contenu pour trouver des idées originales et pour se démarquer de la masse. C'est pas une finalité, c'est un processus. Et c'est un processus qui commence le jour où tu postes ton premier contenu. Et c'est ça que je veux t'encourager à faire et c'est là-dessus que j'ai envie de terminer. C'est sur un défi que je te lance. Le défi, à partir d'aujourd'hui, de créer du contenu tous les jours. Peu importe ce que c'est, peu importe si c'est un simple post sur Facebook, une simple photo sur Instagram, un petit bout de vidéo, un mail que tu veux envoyer à ta liste, même s'il y a 5 personnes qui te suivent, je m'en fiche, mais que tu commences à partir d'aujourd'hui à prendre cette habitude de créer du contenu tous les jours. Et tu vas voir, ça va se créer naturellement. Tes idées, ta philosophie, ta créativité, tout ça, ça va se développer en fait en le faisant. Et la meilleure manière de briser la paralysie, c'est d'avancer un petit pas tous les jours, sans se prendre la tête, sans avoir peur de faire quelque chose de médiocre. T'es pas le président de la République, tout le monde s'en fout si tes contenus ils sont pas parfaits. C'est le démarrage, c'est normal. Sois sincère sur tes intentions, partage ton défi à ton audience. Les gens ont tendance à avoir du respect pour les gens qui se lancent des défis, qui assument leur côté débutant, qui assument leur incompétence, mais qui y vont quand même. Il y a quelque chose de beau là-dedans, il y a quelque chose d'inspirant dans ce genre d'histoire. Si tu veux te motiver, tu peux regarder mes premières vidéos de voyage qui sont toujours sur ma chaîne YouTube. Tu vas voir que c'est extrêmement imparfait. Ça m'a pas empêché d'en arriver là aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir un business, d'avoir une activité qui me permet de très bien vivre, qui m'a permis de réaliser mon rêve. J'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas accepté cette imperfection, si j'avais pas accepté cette médiocrité, si j'avais pas accepté de me montrer, de m'exposer malgré tout ça. Donc je compte sur toi, c'est le défi que je te lance aujourd'hui, ça peut commencer maintenant, créer un contenu ou un bout de contenu tous les jours jusqu'à devenir bon. Je te remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En ce moment, comme tu vois, je suis en train d'essayer de nouveaux formats sur YouTube, de nouvelles choses. Je suis dans une phase créative et donc c'est très important pour moi d'avoir des gens qui me suivent là-dedans et qui me laissent leur avis. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et puis si t'es pas encore inscrit, j'envoie la plupart de mes conseils dans ma newsletter privée. C'est quasiment un email tous les matins avec des idées, des conseils, des histoires et de l'inspiration pour t'aider à gagner ta vie sur Internet. Pour s'inscrire, c'est le premier lien juste en dessous. Nous on se retrouve demain dans ta boîte mail.